Nous sommes de retour dans cette édition du 19 mai du live de Téléfinance. Juste avant de retrouver notre invitée, Madame Nathalie Janson, avec laquelle nous allons aborder les thématiques des crypto-monnaies, on fait un rapide détour par la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui cède 1,76% à 6241 points. Je suis donc avec Nathalie Janson. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes titulaire d'un doctorat en économie, que vous êtes professeur associé à Neoma Business School et que vous êtes une spécialiste des thématiques des questions de politique monétaire, de régulation bancaire et des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, c'est le sujet qui nous intéresse donc aujourd'hui parce que ça n'a échappé à personne. Les principales monnaies virtuelles ont perdu en moyenne 20% ces derniers jours. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène et est-ce que c'est une tempête ou un krach, Madame Janson ? Alors en fait, on peut dire que c'est une tempête ou un krach, on choisira son vocabulaire, de la même façon qu'il y a une tempête sur le Nasdaq. Voilà, de façon plus globale, on a effectivement une baisse des marchés. Elle s'est encore poursuivie la nuit dernière en Asie. Donc en fait, on a juste une confirmation que beaucoup d'indicateurs ne sont pas très bons. Hier, c'était visiblement suite à des mauvaises nouvelles sur Target. Donc voilà, donc on a de la même façon les investisseurs, comme on se retrouve dans une situation économique un peu problématique et avec une remontée des taux, et bien légitimement en fait les investisseurs vont se détourner de certains investissements risqués pour en fait liquider leur position. Alors là en fait on souligne un point important qui était la grande question pendant des années, qui a été longuement investiguée par des chercheurs au niveau académique, à savoir ce qu'étaient les crypto-monnaies en termes d'investissement. Est-ce que c'était vraiment, comment on l'utilisait dans le portefeuille, est-ce que c'était un hedge, est-ce que c'était un élément de diversification. Donc pendant longtemps, on n'a pas trouvé de corrélation très significative entre le S&P, on va faire plus simple, et puis les cours des cryptos. Et en effet, depuis que les cryptos ont fait leur entrée dans la gestion de portefeuille plus large, je dirais, en 2021, eh bien, il semblerait que les derniers travaux montrent que la corrélation, en fait, existe aujourd'hui. Et en fait, donc, ce que vous nous expliquez, c'est que l'institutionnalisation des crypto-monnaies a permis en fait, et maintenant est géré, les crypto-monnaies sont vues comme un actif risqué classique d'une certaine façon. Donc les propos de Jérôme Powell hier très agressifs sur sa politique monétaire qui vont avoir évidemment un impact sur les taux longs, hausse des taux longs, mécaniquement ça se répercute sur les cryptos. Tout à fait. C'est un actif risqué comme un autre. Tout à fait. Okay. Et donc effectivement dès le début de l'année on voyait que les tendances, on dessinait pas de tendance justement sur les crypto-monnaies, puisqu'en fait la grande inconnue c'était de savoir si les taux allaient bien remonter. Bon là, il a l'air d'être très, en tout cas il a déjà amorcé une et il ne compte pas s'arrêter là et je pense qu'il est assez déterminé. Donc en effet ce n'est pas une bonne nouvelle de ce point de vue-là sur les cryptos, en fait du point de vue de leur rôle dans les portefeuilles, étant donné qu'en effet de nombreux portefeuilles vont se reporter sur des obligations beaucoup plus traditionnelles. En tout cas elles n'auront plus ce besoin d'aller trouver du rendement dans quelque chose de risqué, même si dans des petits pourcentages, mais en tout cas il y aura moins cette nécessité, donc forcément il y a une partie de la demande qui va se soustraire au marché. Donc c'est toute la philosophie des crypto-monnaies qui est en train d'être un peu mise à plat, la DeFi comme on dit, la finance décentralisée. On est en train de se rendre compte que finalement elle va pas l'être tant de ça probablement. Vous dites que c'est un actif à risque comme un autre, mais donc du coup ça veut dire que ça doit être régulé comme un actif risqué. En ce moment on parle beaucoup de MiCA, les législateurs européens planchent sur une régulation des crypto-monnaies. Est-ce qu'on peut s'attendre, on va en parler juste après, la chute des crypto-monnaies algorithmiques à laquelle on a assisté, est-ce que ça va amener une régulation plus forte de la part des législateurs européens ? Alors, en effet, ça donne du grain à moudre aux législateurs, le fait qu'il y ait eu cette baisse soudaine et qu'il y ait eu des effets de toute façon collatéraux sur les marchés. De toute façon, il ne faut pas penser que c'était totalement non régulé, puisque les grands acteurs, les grandes plateformes en fait crypto sont régulées, officialisées, donc exactement, elles sont déjà reconnues. Donc ça, c'est le cas de la plupart des plateformes comme Coinbase, Binance, etc. Elles ont effectivement une existence officielle. Elles ont donc elles n'ont pas. Ça veut dire qu'elles n'échappent pas à toutes ces régulations en termes de connaître son consommateur, qui est le KYC ou le blanchiment d'argent. Donc tout ça, en fait, ces acteurs-là, ils s'y soumettent déjà. Là, en fait, la régulation, c'est jusqu'au bout, jusqu'où elle ira, puisqu'en fait, il y a déjà une partie qui est là. Alors effectivement, MiCA
a voulu simplifier en fait le travail du régulateur, enfin du monde européen, en essayant d'uniformiser en fait l'approche réglementaire. En fait, c'est ça qu'apporte MiCA par rapport à ce qui existait aujourd'hui. C'est-à-dire que pareil, dans chacun des pays, on avait des réglementations qui n'étaient pas les mêmes. Alors la France était assez en pointe sur ce sujet. Puisqu'elle avait déjà, avec la loi PSAN, en fait, ça veut dire tout simplement qu'une plateforme, lorsqu'elle veut faire du trade de crypto, elle est obligée d'avoir une licence. Et en fait, MiCA, si on veut simplifier, en fait, c'est une extension de l'approche française à l'ensemble de l'Europe. À l'ensemble de l'Europe. On a effleuré le thème des cryptos, des stablecoins algorithmiques qui ont chuté tous ces derniers jours. Juste avant d'essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce que c'est un stablecoin algorithmique ? Oui, alors effectivement, c'est pas toujours facile de comprendre, c'est assez technique. Donc le stablecoin en fait algorithmique, il veut se détacher totalement il veut être un stablecoin qui ne dépend pas des monnaies, traditionnelles. Et donc en fait, il va assurer sa valeur stable, puisque c'est ce que veut dire le stablecoin. En fait, avec un système qui est basé sur un algorithme. Donc là, dans le cas de Terra Luna, on avait deux crypto-monnaies, une qui en fait était achetée et revendue contre l'autre pour en fait stabiliser le cours. Donc dès lors qu'effectivement Terra baissait un petit peu, eh bien on allait tout simplement on allait acheter Luna pour pouvoir on allait acheter effectivement Luna, vendre Luna pour pouvoir acheter Terra. En fait, c'était pour pouvoir faire remonter le cours en fait. De Terra. En fait, c'est ça l'idée. Et donc, c'est algorithmique puisque c'est automatique et c'est en même temps algorithmique dans le sens où en fait, ça gère la création. C'est-à-dire que quand Terra a son cours qui baisse, ça veut dire qu'il y en a trop, donc il est automatiquement détruit, alors que Luna va être créé et vice-versa. D'accord, donc c'est de la finance de marché pure et dure, c'est la loi de la finance de marché. Donc c'est basé sur l'arbitrage. En fait, ils ont créé un mécanisme d'incitation, d'arbitrage, pour faire que, en fait, à chaque fois que l'un baisse en valeur, on va rendre l'autre plus attirante pour aller, en fait, faire de l'arbitrage et pouvoir rééquilibrer le cours systématiquement. Donc pour que le cours soit le plus stable possible. Exactement. Justement. Et en fait, il était effectivement utilisé en DeFi avec un token qui s'appelle Encore, qui, en général, ces tokens, en fait, le modèle, c'est effectivement d'attirer par un taux de rémunération élevé, puisqu'on est dans la crypto, donc effectivement les taux de rémunération sont élevés. Donc là, le taux, il était à peu près à 19% les derniers temps. Et quand le marché effectivement des cryptos a commencé à être baissier, on a commencé à voir effectivement des fortes baisses, eh bien, il y a eu effectivement des retraits massifs d'Encore. D'accord, est-ce qu'on n'avait pas prévu l'algorithme en fait En fait, on s'est rendu compte avec le taux de retrait élevé d'Encore que finalement, l'algorithme en fait n'a pas suivi les ventes massives, c'est-à-dire que ce mécanisme auto-stabilisateur, en fait, n'a pas fonctionné de façon efficace, ce qui a donné lieu à plusieurs suspensions, en fait, des opérations blockchain, avec, une suspension pour le moment, on ne sait pas quand est-ce que ça reprendra. Alors, évidemment, les concepteurs sont pas pessimistes, disent pas qu'en fait, elle va disparaître, mais parce qu'en fait, il y avait un autre mécanisme, quand même, il faut le préciser, dans cette architecture, c'est que, étant conscient que ça pouvait quand même, en cas de fortes ventes avoir des besoins de liquidité, ils avaient aussi des réserves en Bitcoin. Bon, voilà, le jour où effectivement Terra a été fortement vendu, le Bitcoin lui aussi a fortement baissé en valeur, ce qui fait que les réserves en fait qu'ils avaient finalement n'étaient pas si importantes que ça. Ils avaient que des réserves qu'en Bitcoin? Oui, qu'en Bitcoin. Parce que certains, je crois, ont des réserves en obligations du trésor, en bons de trésor américains. Ça c'est beaucoup plus pour effectivement les stablecoins qui sont adossés aux monnaies officielles, mais là, dans le cas de Terra, c'est une volonté de ne pas dépendre du système officiel, mais là on en voit effectivement un peu les limites. En tout cas, le fait qu'il n'ait eu que des réserves en Bitcoin, eh bien, ne les a pas aidés en soi pour résoudre leurs problèmes. Oui, parce que finalement c'est l'ensemble du marché des crypto-monnaies qui c'est la conjonction, en fait, la mauvaise conjonction des as qui a fait que se sont retrouvés dans cette situation. Certains, alors quand on fait des recherches sur ce qui s'est passé sur Terra Luna,
Certains observateurs parlent de schéma de Ponzi. Est-ce que ça peut être... Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, bon, le schéma de Ponzi, il suppose quand même à chaque fois qu'on aille prendre... on prend l'argent à quelqu'un pour le donner à l'autre, et donc le jour où en fait on est obligé de donner le rendement à chacun, eh bien on ne peut pas. Ici, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas prendre, c'est-à-dire qu'en fait, on attire en fait les dépôts sur Encore pour pouvoir backer en fait Terra Luna, enfin pour générer en fait de la demande. Donc faut savoir que ça sert en fait à faire des prêts tout simplement. Hein, c'est la finance décentralisée. Donc a priori, ça a une utilité pour ceux qui en ont besoin. Le problème, c'est que le jour où effectivement, il y a un retrait massif, il faut trouver des solutions, il faut des réserves. Donc je dirais que c'est assez similaire à ce que des banques ont pu éprouver à l'origine de toute origine de leur création il y a de nombreux siècles, où effectivement certaines ont appris qu'il fallait gérer ses réserves de façon optimale. Voilà, là on a une application. Alors si on est optimiste, on dit qu'effectivement c'est le système qui est jeune et qui va apprendre. En fait, et puis ceux qui effectivement sont plutôt pessimistes ou ont une dent contre les cryptos vont voir la fin. C'est la limite. Voilà, alors justement, c'est ma dernière question, il nous reste peu de temps. Madame Janson, quel avenir pour les crypto-monnaies suite à ces événements? Moi je fais partie effectivement des optimistes parce que je pense que ça apporte autre chose. Enfin, il y a un côté disruptif dans le modèle des cryptos. Donc je pense que c'est effectivement une nouvelle étape pour les cryptos de s'ajuster, de l'apprentissage. Et de toute façon, il faut bien savoir que ces crypto-monnaies sont nées avec l'idée qu'elles étaient perfectibles. Parce que la plupart, il y a beaucoup de code en open source, c'est bien la preuve qu'en fait, ça doit être amélioré constamment. Ça doit être amélioré constamment. Après, il y en a qui ont perdu leur chemise. Hein. Tout à fait. Alors là, c'est l'autre problème, c'est-à-dire que malheureusement, dans ce monde, on a eu beaucoup de types d'investisseurs. Les investisseurs il y a une démocratisation de l'accès avec les apps comme Robinhood, etc. Et malheureusement, effectivement, on a plein de gens qui n'ont pas fait attention, qui ne savent pas ou qui ont crédules, qui ont tout investi. Merci beaucoup, Nathalie Janson, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes professeure associée à Neoma Business School et doctorante en économie, que vous intervenez maintenant régulièrement chez nous et je vous en remercie beaucoup. Merci à vous. On marque une pause, on se retrouve pour le point bourse. À tout de suite sur TV Finance.